Il va surtout, il va nous parler de son parcours professionnel, mais pas trop, pas trop. Il va surtout nous donner des exemples qu'il a rencontrés au cours de son parcours et qui vont vraiment nous éclairer sur comment utiliser de la bonne façon la géophysique pour affiner le modèle géologique géotechnique. Et vice-versa. Bon alors, bonjour, donc Pierre Frappin, ancien directeur de Six Sense, qui a changé 15 fois de nom, Soldata Géophysique, EDG, voilà. Alors, bon, j'aurais jamais eu l'idée de parler de mon parcours professionnel dans ce type de manifestation, mais bon, certaines personnes ont insisté, alors j'ai fini par craquer en disant, bon, on ne sait jamais si ça peut inspirer, entre guillemets, certaines personnes. Alors, je n'ai pas le commentaire. Alors, le commentaire, tu peux l'improviser. Alors, pardon? Tu peux l'improviser. Oui. Alors, j'ai un parcours professionnel un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai fait une licence qu'on appelle maintenant licence professionnelle, je ne sais pas comment. À l'époque, c'était licence de géologie appliquée à l'université de Lille, qui était multiméthode avec des cours de master en hydrogéologie, des cours de géophysique à l'école universitaire des ingénieurs de Lille avec professeur de Brabant, beaucoup d'intervenants extérieurs en terrassement, matériaux, travaux, forage, diagramme, bref. C'était 40 heures par semaine, donc c'était relativement intense. Alors, avec beaucoup de stages, donc qui m'ont permis de visiter d'abord le tertiaire, la Craie dans la région de Reims, le Jura, les terrils du Nord et les Catiches. Voilà. Alors, une petite anecdote, là, ça c'est le terril d'Avion qui fait quand même plusieurs dizaines de mètres, qui faisait plusieurs dizaines de mètres de hauteur, dans lequel donc c'est des dépôts, enfin c'est du schiste, des extractions de mines, dans lequel il y a ce qu'on appelle du noir et du rouge. Alors le noir, c'est ce qui n'a pas brûlé, et le rouge, c'est ce qui a déjà brûlé sous l'autocombustion, température-pression. Donc il y a une autocombustion qui se fait. Et pour la petite histoire, donc vous voyez un chemin qui grimpe jusqu'en haut. Donc j'ai gravi tout ce chemin avec un EM34, donc pour faire des mesures électromagnétiques, mesurer la conductivité du terril. Alors le noir, c'était assez conducteur, et puis le rouge, qui est complètement déshydraté, c'était très résistant. Et arrivé au sommet, il y avait eu des forages de fait, et il y avait à peu près à la sortie du forage 90 degrés de température au sommet. Hein. Donc sous le terril, ça chauffe. Là. Au début, j'ai commencé en région parisienne à la CPGF. J'ai répondu à une petite annonce dans Le Monde qui faisait 5 lignes. Et j'ai été embauché. Après, je suis passé la région parisienne. Au bout de 2 ans, je suis passé en Rhône-Alpes. Et donc voilà, en Rhône-Alpes, on faisait de la gravie dans des conduites forcées de barrage, des choses comme ça. Beaucoup de géophysique dans la plaine de la Saône ou la plaine du Rhône. Alors, à la CPGF, j'ai appris ce que c'était. Enfin, on m'a parlé par exemple, dans la vallée de la Saône, du 5-ohms. 5-ohms, ça fait 5 ohms. Alors, en fait, le 5-ohms, c'est les derniers dépôts qui sont arrivés dans le fossé Bressan. Et en fait, c'est des graviers, des sablés graviers recouverts d'argile. Et il se trouve que ce fameux 5-ohms du saint patron Côme, en résistivité, il fait 5 ohms. Donc voilà. Ensuite, j'ai appris ce que c'était que le sec mouillé. Alors, vous avez ici une courbe électrique aujourd'hui. Donc, vous démarrez sur des limons, hein, dans la plaine de la Saône.
Après, vous montez sur des graviers résistants et puis vous redescendez sur des marnes, par exemple. Et en fait, si vous ne prenez pas en compte les graviers secs sur les graviers mouillés, vous faites une interprétation optimiste. Donc, quand vous faites un forage, après que vous pompez dedans, vous êtes déçu. Donc, on m'a appris, par exemple, à chercher des puits en pleine alluviale pour savoir quel était le niveau de l'eau et contraindre le modèle avec cette épaisseur de gravier sec pour bien déterminer l'épaisseur de gravier mouillé en dessous. Et également, l'application de la loi d'Archi, vous voyez, le facteur de formation, c'est la résistivité des alluvions sur la résistivité de l'eau. Et avec un peu de bouteille, vous arrivez à savoir à peu près quel débit vous allez tirer de votre forage avec cette formule. Alors, donc la fin du parcours, hein, à la fin du parcours, j'arrive à la GAP. Alors, la CPGF, ça m'a permis d'aller en Asie, par exemple à Bornéo, là, vous voyez, des géophysiciens chevronnés en train de descendre leur escalier en bois, de faire de la géophysique dans la jungle avec des Indiens locaux. Alors, un petit python fumé au petit déjeuner le matin, je vous garantis que ça vous met en forme pour la journée, pour bien faire des mesures géophysiques. Ce petit python, là, il faisait quand même 80 kilos. Hein. Après, voilà, j'ai découvert aussi le désert. Dans les Émirats, au Qatar, qu'on appelle la SEPCA, donc les anciennes étendues salées, où par exemple ici aux Émirats, le sol, dès que vous pénétrez un peu en profondeur, vous avez des résistivités extrêmement faibles. Vous pouvez avoir du 2-3 ohmmètres parce que il y a encore la trace de la mer à faible profondeur. Donc, tout à fait intéressant au plan géologique. Ça, c'est au Qatar où on est dans un espèce de calcaire un peu crayeux, mais quand même granuleux, et où les anciens écoulements, donc en fait, se faisaient aux interfaces, donc aux interstrates, donc où on trouve beaucoup de sédiments terreux, des calcifications, un petit peu comme à Poitiers où on voyait aux interbans les anciennes circulations. Donc ça peut générer quand même des petites cavités métriques localement. Donc ça c'est moi il y a un temps. Après je suis rentré dans le groupe Sol Étanche et en fait j'étais relié au directeur de la R&D, et ce qui m'a permis de faire de la R&D un petit peu. Donc j'ai eu un prix de l'innovation pour les inventions là qu'on a fait avec Sol Étanche, un prix d'innovation de la Fédération nationale des travaux publics en contrôle de travaux. J'ai fait à peu près une petite vingtaine de publications nationales et internationales dans des congrès, et puis 2 brevets en résistivité électrique. Donc un brevet pour le cylindre électrique. Ça, c'est de la mesure de résistivité en forage, essentiellement pour détecter les cavités autour d'un forage, et en contrôle de travaux. Alors, à propos de contrôle de travaux, quand je suis rentré dans un groupe de travaux, donc j'ai été confronté aux ingénieurs travaux, et en fait, on bascule du monde de la géophysique au monde de travaux, c'est très différent. Alors, je caricature volontairement, hein. Donc, l'ingénieur travaux, il est très cartésien, il fait des sondages, du labo, il ne sait pas interpoler entre 2 sondages. Pour interpoler, il refait un sondage, et donc il n'a pas idée de faire de la géophysique. Et puis, quand on arrive, nous, avec un côté un peu plus naturaliste, il n'a pas confiance parce que il faut une interprétation,
Et puis, Dupont ne va pas interpréter exactement comme Durand, donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, donc c'était intéressant, mais c'est pas évident. Alors, un premier cas d'étude. Alors, on est en Dordogne, dans le Bajocien supérieur. Donc, il y a un ouvrage qui est destiné à l'irrigation. Et donc, cet ouvrage creusé dans le terrain, dans le rocher, là, il est prévu en carrière. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, ben, on va commencer par faire une carrière, on va faire un gros trou, et puis au final, on aménagera ça en bassin. Alors, les gens commençaient par faire des sondages. Et les résultats étaient un peu hétérogènes, un peu beaucoup, et ils ne comprenaient rien. Donc, on revient à la méthodo. Le maître d'œuvre a dit on va commencer par faire de la géophyie. Ensuite, des sondages, on corrèle avec les sondages, et puis au final, on fait une interprétation géologique. Donc, voilà le projet final. Alors, on a fait des tomographies de résistivité dans les deux sens. On a fait de l'inversion 3D, enfin, c'est de la 2,5D si on veut, avec des résistivités entre 0, bon là c'est la tranche 0,5 mètres, et jusqu'à 44 mètres de profondeur. Donc on voit qu'il y a des variations certaines sur la zone. Donc ça c'est le résistant, et en jaune-vert, tout ce qui est conducteur. Alors les sondages, c'était très hétérogène, comme je vous l'ai dit. Par exemple, sur le sondage carotté numéro 4, on a de l'argile très fracturée jusqu'à 13 mètres. Et en fait, à 28 mètres, on n'a toujours pas le calcaire sain. Alors que sur le SC3 voisin, on a le calcaire sain à 10 mètres 50. Donc pour l'exploitation en carrière, et pour sortir du bon caillou, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Alors voilà la position, les sondages sur la géophysique. On a choisi la profondeur correspondante jusqu'à 17 mètres. Donc ici, on retrouve nos sondages, le SC4 à 28 mètres, on n'a pas de calcaire sain. Et ici, on a le calcaire sain à 10 mètres 50. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a corrélé les sondages avec la géophysique, on a attribué une gamme de résistivité à un faciès géologique. Et à partir de là, on a transformé les cartes de résistivité en cartes géologiques, ce qui était beaucoup plus simple pour le projeteur à comprendre, évidemment. Voilà, donc de l'argile. Dans la gamme 0,5 mètres, il y a beaucoup de rouge là. Et puis en profondeur, il y a plus d'argile et il y a du calcaire sain en profondeur. Et ici, c'est un peu moyen. Alors transformer ce bloc 3D en coupe, c'est encore beaucoup plus parlant pour le néophyte. Donc vous voyez ces coupes avec le calcaire sain. Bon, tout le monde comprend ce que c'est. Ici, du calcaire fracturé, donc pour la carrière, c'est pas du tout bon. Les épaisseurs d'argile. Et puis on peut même rajouter une petite faille là, sur le. Voilà. Donc une bonne valorisation, une bonne corrélation entre la géophysique et les sondages. Alors, un deuxième cas d'étude en ville. Bon, pour montrer qu'en ville, on peut faire de la géophysique, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. En particulier de la microgravimétrie et du H sur V, c'est-à-dire de la sismique passive, à mesure ponctuelle. Et l'avantage de ça, c'est que en ville, on peut faire des sondages sur les routes ou sur les parkings, etc. Mais quand il y a des pâtés de maison et qu'il y a un projet qui passe sous un pâté de maison, on ne peut pas faire grand-chose. Sauf à faire de la géophysique, on rentre avec notre petit gravimètre ou notre capteur sismique pour faire du H sur V. Alors, la microgravimétrie ou la gravimétrie en ville, c'est une technique pour peser le terrain, où j'ai résumé globalement. Donc, l'anomalie de Bouguer, c'est le poids du terrain profond plus le terrain superficiel. La régionale, c'est que le terrain profond qui donne son sens, si on veut. Et la résiduelle, c'est la différence entre les deux, c'est le poids du terrain superficiel.
Alors, quand on est sur un projet de métro, par exemple, comme c'était le cas, en fait, on dispose d'un certain nombre de sondages où on connaît parfaitement la profondeur du socle. Et à partir de là, à partir de contrastes de densité, par exemple 2,4 pour le granit et 1,95 pour la couverture, on peut tracer une régionale et interpoler entre les différents sondages au niveau du pâté de maison pour savoir quelles sont les profondeurs. Il reste 5 minutes. Donc voilà la carte qu'on a obtenue dans le fameux pâté de maison. On voit que ça varie énormément entre 6 mètres et 24 mètres. Et les mesures de sismique par H sur V ont donné sensiblement la même chose. Bon, pas tout à fait, mais on voit que c'est aussi une alternative ou un complément à la gravimétrie. Bon, ça, c'est au Mexique, du côté de Tequila, que je vous recommande. Quand on a du mal à savoir ce qu'on a sous les pieds, on cherche un affleurement pour calibrer le terrain. Alors là, c'est un projet de barrage, un barrage en cours, et le géologue avait dégoté un affleurement où on a fait une petite tomographie de résistivité horizontale avec un câble tendu comme ça sur la surface verticale. Et on voit que on voit pas grand-chose comme ça, mais on voit qu'avec la résistivité, on a cette limite jaune qu'on retrouve ici entre la roche fracturée, mais la roche quand même, et la roche complètement décomposée ici. C'est un peu une astuce quand on a la possibilité de le faire. Le dernier cas, on va en Afrique du Sud, dans le Transvaal, donc entre Pretoria et Johannesburg. Et en fait, on est sur de la dolomie. Donc là, c'est pas une erreur, hein, qui est à 2,5 milliards d'années. Donc c'est genre une pierre tombale, très très costaud, 1400 mètres d'épaisseur et une densité assez forte également. La dolomie altérée, ils appellent ça le WAD, une densité très très variable, plus faible évidemment, et une densité sèche très très variable également. C'est un produit assez bizarre. Là, le projet, c'est un viaduc. Et avec 4 sondages réalisés par appui, un appui, c'est à peu près 20 mètres par 10, donc c'est un mouchoir de poche. Et les mesures prévues et réalisées, c'est du cylindre électrique. Le radar n'avait pas donné grand-chose à l'époque. Alors là, surprise, on a des résistivités de terrain en forage qui varient de 50 à 50 000 ohmmètres. Donc là, on se demande tout de suite si les appareils fonctionnent, qu'est-ce qui se passe. J'ai jamais vu ça. Et en fait, oui, ça fonctionne. Donc c'est la fameuse dolomie qui est très très résistante. Et puis toute la couverture qui est très très conductrice. Alors qu'est-ce qu'on a sur un appui? On a de tout. On est dans un mouchoir de poche. Et en termes de géologie, voilà une interprétation possible. Donc on peut toucher localement la dolomie à 20 mètres de profondeur, mais aussi à 36 mètres ou à 56 mètres. Tout ça dans un mouchoir de poche. Donc on se demande pourquoi. Et en fait, on a eu la chance de pouvoir visiter une carrière à côté avec un géologue. Et dans la carrière, on observe la dégradation de la dolomie en pinacles, ils appellent ça des pinacles, depuis la surface. Donc voici un résidu de dolomie extrêmement dur qui ressort comme ça dans la carrière. On voit très bien, il y a une surface plane, mais vous voyez l'altération de la dolomie, c'est assez bizarre. Et puis, vous imaginez que selon la position du sondage, les variations de profondeur rencontrées pour le poids de la dolomie, ça peut être jusqu'à 35 mètres de différence. Une séquence géologique typique pour ce type de terrain, donc du Cher, le fameux WAD qui est tout sous la dolomie. Et le WAD, c'est quelque chose de très noir à cause des oxydes de manganèse. Voilà.
Et pour finir en beauté, donc ça c'est des conseils d'amis avec deux, trois slides. Donc j'ai trouvé un petit rapport d'un sourcier. Alors pour les conclusions de rapport, quand vous ne savez pas trop, bon, déconseillé pour les demandes d'agrément à la gare, hein, quand même. Donc le sourcier, il a détecté une veine. Je vous montrerai une veine après. Alors, je pense que cette veine alimente, selon mes déductions, et sous réserve d'une erreur de ma part, mes estimations pour cette veine. Alors, avec des chiffres quand même assez précis. Hein. Alors, tout à l'heure, on parlait de statistiques et de précision. Alors, quel est le pourcentage de réussite de la géophysique par rapport à d'autres méthodes? Alors, mise en garde, hein, la recherche d'eau n'est pas... Bon, c'était de la recherche d'eau, c'est pas une science. Le pourcentage moyen d'échec est d'environ 7%. Selon le sourcier. Bon, j'ai rajouté, ça fait quand même 93% de réussite. Hein. Le sourcier doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition. Quels sont-ils? Alors, voici une veine. Et puis, le pourcentage d'échec, c'est quand même 7%, donc ça va. Hein. Ah.